toujours bien de commencer parce qu'au moins, vous n'avez pas été influencé par quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est plutôt pas mal. On m'a demandé de faire la keynote de cette journée en précisant absolument rien sur ce que je devais dire, à part explique-leur ce que c'est. Donc, je vais essayer de faire ça. Ma spécialité, c'est pas le monde de la mer, donc ne me demandez pas des choses très précises sur le monde de la mer. Mon dernier contact avec le monde de la mer est quand j'ai fait mon service militaire au service hydrographique de la marine, donc ça date un peu. Il y a des gens qui s'en souviennent, mais ça date un peu. Mais tout ce que je vais vous dire, je pense, peut s'appliquer dans vos organismes respectifs, pour la bonne et simple raison que ce sont des problématiques qu'on retrouve assez communément dès lors qu'on veut mettre en place une démarche qui met la donnée au centre de l'organisme. Donc, j'ai un certain nombre de transparents, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont généralement aucun rapport avec mon discours. Donc, écoutez-moi plutôt que de regarder les transparents. Et en fin de keynote, il y aura quelques minutes où vous pourrez poser des questions, critiquer, enfin, ce que vous voulez. Alors, vous noterez que le titre est quand même lié au monde de la mer. Hein. Mais ça s'arrête là. Alors, je suis sûr et certain que ça ne marche pas. Si, voilà. Que vous avez déjà... Donc, il y a 80 transparents, ne vous inquiétez pas. J'ai 35 minutes, ça devrait aller vite. Je suis sûr et certain que vous avez déjà tous vu ce slide-là. Est-ce le cas? Oui. Non? Alors, dans ce cas, vous avez sans doute vu celui-là. Non? Si vous n'avez pas vu celui-là, vous avez sans doute vu l'un de ceux-là. D'accord? Tout ça, c'est des images qu'on trouve quand on tape Big Data sur Google. Alors Big Data, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. Et donc c'est pour ça qu'il est important de clarifier les choses, pour que vous ayez ma définition, comme ça au moins je sais que je suis toujours dans le vrai. Donc Big Data. Big Data, c'est un terme qui n'est pas nouveau, qui y a plus d'une dizaine d'années, et qui a été sorti pour la première fois par des gens comme Gartner quand ils ont commencé à dire que la donnée serait sans doute au centre de l'évolution d'un certain nombre de tendances et de beaucoup d'organismes dans les années à venir. Donc il y a un rapport de 2001 qui précisait que le Big Data, tout ce qui était les données, c'était 3V. Aujourd'hui, si vous regardez l'analyse, on est arrivé à 8V, je crois, 8V ou 9V. Moi, j'ai une interprétation un peu différente, vous allez voir. Donc les 3V initiaux que Gartner a sortis, c'était quoi? C'était le volume, la vélocité et la variété. Le volume, parce que de façon évidente, quand on parlait de Big Data ou quand on allait parler de Big Data, on avait une problématique de taille. Taille des données qu'il fallait gérer, qu'il fallait stocker, qu'il fallait envisager. Une problématique de vélocité, parce qu'on avait des données qui arrivaient de plus en plus vite et qui devaient être consommées de plus en plus vite. Et une problématique de variété, parce que vous aviez des données qui étaient structurées, des choses issues de bases de données, et puis des données qui n'étaient absolument pas structurées, et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, notamment avec des choses comme la vidéo, le texte issu des commentaires dans les réseaux sociaux, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'était la définition initiale. 3V. Après, donc ça c'est des Gartner qui l'a sorti, après les cabinets de conseil ont tous rajouté chacun leur V, donc on est arrivé à 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V. Si bien qu'aujourd'hui, moi je dis que le Big Data c'est 3V, un B et un S. Et je vous laisserai pour voir pourquoi il y a un B et un S. Alors pourquoi? Parce que quand on dit 3V, ça ne veut rien dire. C'est simplement que les cabinets de conseil comme Gartner & Co essayent de ramener à eux l'attention en disant que voilà, ils ont fait la définition initiale, ils ont chacun rajouté leur petit V. Et donc on se retrouve avec des gens qui disent « Ah mais Big Data c'est Gartner qu'il faut aller voir parce qu'ils savent ce que c'est. C'est quand même eux qui ont inventé les 3V. Ils n'ont pas inventé grand chose. » Donc le Big Data, en règle générale, ce que moi j'aime bien dire, je n'aime pas le terme Big Data, mais ce que je dis quand on me demande ce que c'est, je dis que c'est l'ensemble des problématiques liées à une quantité de données ou à une variété de données, une diversité de données, qui fait qu'on ne peut pas envisager de régler ces problématiques avec des outils traditionnels. Voilà, ça c'est la définition que je donne. Alors la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que c'est une mode? Je pense franchement qu'aujourd'hui,
c'est une révolution. Ou plutôt, c'est une transformation révolutionnelle. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que on arrive à un moment où on a une conjonction de critères qui font que ce qui aujourd'hui semble être juste un buzzword et que Gartner est en train de positionner dans la descente de son cycle d'évolution des technologies, le terme va sans doute disparaître, c'est-à-dire qu'on parlera peut-être plus de big data demain, mais les problématiques et les enjeux qui sont liés à ces volumes de données conséquents ne sont pas prêts de disparaître. Donc c'est bien une révolution, on retrouve les 3 V. Cette révolution, elle est tirée par une première chose qui est l'augmentation de la volumétrie. Qu'on le veuille ou non, on a une augmentation qui n'est absolument pas prête de s'arrêter de la volumétrie de données. Les premiers exemples sont les logs. Aujourd'hui, un site comme Facebook génère quasiment 100 Tera de logs par jour. Le deuxième facteur sur la partie données, c'est l'émergence des réseaux sociaux. On est toujours avec des acteurs comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., qui génèrent des quantités énormes de données, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas eux qui les génèrent, mais ce sont leurs utilisateurs, et Facebook en a 1 milliard. Donc c'est absolument gigantesque. D'autant plus que dans une logique de réseau social, vous avez les données qui sont produites par chacun des utilisateurs, mais vous avez aussi la connaissance globale du graphe, et donc les liens entre ces utilisateurs qui créent d'autant plus de relations et de données afférentes. Il y a l'émergence de la photo et de la vidéo. Ça, c'est le résultat du conclave de 2013 sur l'élection du pape. On voit qu'il n'y a pas qu'un iPad au premier plan, mais il y en a beaucoup. Donc il y a une émergence de ces données non structurées qui est conséquente, que ce soit les photos, les vidéos, le son. On voit aujourd'hui avec le succès qu'a eu YouTube depuis 2006, avec une quantité de vidéos qui est uploadée chaque minute qui s'accroît. Je crois que les derniers chiffres qu'ils ont publiés, c'était 48 heures de vidéos uploadées chaque minute. Donc c'est absolument gigantesque. Les sites de photos, même chose. Bien que Snapchat change un peu la donne, puisque eux, leur business, c'est de prendre des photos, de leur donner 6 secondes de durée de vie et de les effacer. Donc, ils viennent un peu contredire ce que je suis en train de dire. Mais toujours est-il que ces données non structurées sont en croissance constante. On a les données cartographiques, qui sont aussi importantes, et qui viennent compléter ce panel. Les objets connectés, qui vont devenir... alors aujourd'hui, quand on parle d'objets connectés, le premier auquel on pense, c'est le Nabastag de Rafi, mais il y en a plein d'autres. Votre cafetière, votre four, enfin ceux-là n'ont pas vraiment d'intérêt, mais il y en a plein d'autres qui ont un intérêt. Des objets connectés dans la maison, des objets connectés autour des patients dans les hôpitaux, tout un tas de choses comme ça. Les capteurs, il y a de plus en plus de capteurs intégrés dans plein d'équipements, donc soit dans des équipements que vous portez, soit dans l'environnement autour de vous. Ces capteurs produisent de la donnée. Le remote sensing, les satellites, l'imagerie. Donc il y a des satellites scientifiques, mais il y en a d'autres. J'ai vu une société, j'ai rencontré une société il y a 2 ans qui s'appelle Skybox Imaging, qui veut lancer des petits satellites. Donc ils veulent lancer des satellites qui font 1 mètre de long, qui se baladeraient en orbite basse et qui prendraient des photos et de la vidéo en temps réel. Et leur business, enfin les premiers clients qu'ils visent, c'est les grandes surfaces. Ils veulent aller voir Walmart et vendre à Walmart des études sur la fréquentation de leurs concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils balancent un satellite au-dessus du parking de leurs concurrents, prennent des photos d'un parking à un moment donné et ils disent il y avait plus de gens chez Target que chez Walmart, il faut que vous fassiez un truc pour que vous essayiez de rétablir l'équilibre. Et eux, ils envoient de la vidéo HD en temps réel depuis leur petit satellite. Et ils ont une problématique de stockage, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les données qui sont collectées par tout un tas de choses ou produites par des gens. Et puis il y a les données qu'on va produire parce qu'on fait tourner des modèles, des calculs, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure en aparté. On disait, créer de grosses données, c'est très simple. Prenez un vecteur d'1 million d'entrées, vous le transposez, vous le multipliez par lui-même. Voilà. Et vous avez une matrice d'1 million par 1 million. Bon courage. C'est compliqué. Alors, allié à ça, on a un prix du stockage qui est en chute libre. Donc on a une augmentation des données qui est phénoménale et on a un prix qui est en chute libre. En 1980, 1 gigaoctet, ça coûtait 437 500 $. Aujourd'hui,
ça coûte 5 cents. Et entre-temps, on voit que la décroissance a été relativement rapide, puisque 5 ans plus tard, ça coûtait déjà 4 fois moins cher. 5 ans après, c'était 10 fois moins cher, etc. etc. Donc, on a conjonction des données qui augmente, le coût du stockage qui descend, et puis d'autres éléments. On a des acteurs qui ont ouvert un peu leur savoir-faire, ont expliqué comment eux manipulaient les choses, et ça a ouvert les yeux sur tout un tas de, à tout un tas de personnes qui se sont dit « Ah mais oui, bien sûr, on peut faire comme ça, et donc cette volumétrie de données qu'on est en train d'accumuler, on va pouvoir commencer à la manipuler, et on sait comment faire. » Donc tout ça a conduit à la croyance populaire que la donnée est le nouveau pétrole. Alors moi, j'aime pas cette analogie, pour la bonne et simple raison, c'est que le pétrole, ça s'épuise. Donc je préférerais dire que les données sont une énergie renouvelable, puisque vous allez mettre des données quelque part, vous allez pouvoir produire de la valeur en permanence, et de plus en plus de valeur, normalement, au fil du temps, au fur et à mesure que vous accumulez de l'expérience et de la connaissance sur ce que vous avez stocké. Alors voilà pour le panorama, on va dire, général de l'état de l'art actuel, de là où on en est. Pour gérer tout ça, il y a un certain nombre de défis, un certain nombre de problèmes qui vont se poser et qui seront de nature totalement différente. Très souvent, on s'imagine que c'est juste des problèmes techniques, mais il n'y a pas que des problèmes techniques. Il y a énormément de problèmes annexes et qui sont liés plus à l'humain qu'à la technique et qui sont généralement les plus compliqués à gérer. Croyez-moi, je l'ai fait dans une banque, il y a des problématiques qui sont humainement insoupçonnées. Alors, la première problématique, ça reste quand même une problématique technique qui est celle du stockage. On a une problématique de stockage qui est liée à la volumétrie pure qu'il faut stocker. Donc on a un coût du stockage qui descend, mais on a une évolution de la donnée produite qui croît plus rapidement que la décroissance du coût du stockage. Donc il faut trouver des choses intelligentes pour essayer de concilier les deux et de réussir à, conserver les données qu'on souhaite, ou pas. D'ailleurs, il y a des cas dans lesquels on ne peut pas le faire. C'est le cas du CERN, par exemple. Le LHC produit 40 millions de collisions par seconde. Ils ne peuvent pas stocker les 40 millions de collisions par seconde. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Qui sont tout un processus qui fait que au bout d'un certain nombre de microsecondes, ils sont capables de dire sur les 40 millions de collisions qu'il y a eu, finalement, je vais en stocker 1000 ou 2000, mais pas plus. Mais il reste quand même une problématique de stockage assez conséquente. Donc le stockage pur et dur, enfin la volumétrie pure et dure est une des premières problématiques liées au stockage. Il y en a d'autres. La deuxième problématique, elle est qu'aujourd'hui, dans ce monde qui commence à se révolutionner et dans lequel la data commence à prendre, enfin les données commencent à prendre une place prépondérante et centrale dans l'organisation des institutions et des entreprises, la donnée, encore aujourd'hui très souvent, elle est liée aux applicatifs qui l'exploitent. C'est-à-dire que la donnée dans l'entreprise arrive parce qu'à un moment donné, il y a un besoin applicatif, il y a un besoin fonctionnel. On met en place une solution et la donnée liée à ce périmètre fonctionnel, qui finalement n'est pas directement corrélée, en tout cas dans le fonctionnement de l'entreprise, à telle typologie ou à tel exemple même d'application, la donnée fonctionnelle, elle est emprisonnée dans un carcan, dans le carcan d'un logiciel donné, qui est le choix à l'instant T. D'accord ? Dans la perspective de conserver ces données sur un long terme, et d'en faire quelque part une des ressources et une des richesses de l'entreprise, il faut absolument casser cette logique de dire que la donnée est liée au logiciel qui l'exploite. Il faut essayer de décorréler la data de son exploitation dans un périmètre fonctionnel donné et de dire la data fait partie du patrimoine de l'entreprise et à un moment donné, j'ai besoin de l'exploiter pour un besoin fonctionnel précis, pour quelque chose de particulier et dans ce cas-là, je la mets à disposition d'un logiciel. Mais le risque à ne pas faire ça, c'est de se retrouver pieds et poings liés, il n'y a que les pieds, il n'y a que les pieds, il n'y a que les mains, pieds et poings liés avec un éditeur, pas forcément parce que la relation contractuelle vous lie, mais parce que vous avez une volumétrie qui est trop importante, parce que les formats ne sont pas connus de vous, mais uniquement de cet éditeur, et vous ne pouvez plus finalement sortir la donnée de ce carcan logiciel et l'exploiter comme bon vous semble,
puisque vous êtes limité à ce que voudra bien vous fournir l'éditeur de ce logiciel. Et si demain vous avez une analyse que vous voulez faire de façon supplémentaire sur ces données-là, vous aurez deux choix. Faire du reverse engineering et aller par vous-même essayer de comprendre comment la donnée a été structurée par l'éditeur du logiciel en question, ou deux, aller payer l'éditeur du logiciel en question pour qu'il fasse l'évolution, et potentiellement il ne la fera pas. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est qu'aujourd'hui, on raisonne périmètre fonctionnel et application, et on ne raisonne pas de données. Donc il faut un peu transposer cette réflexion. L'autre problématique liée au stockage, c'est l'évolutivité du stockage. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on prend en compte la donnée comme étant une ressource fondamentale de l'entreprise ou de l'entité dans laquelle vous êtes, ça veut dire qu'on va la conserver sur le long terme. D'accord? Aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est très compliqué d'être capable de relire des données d'il y a 30 ans. Enfin, les gens qui y arrivent très bien, mais c'est assez compliqué. Donc il y a des industries dans lesquelles il y a eu énormément de réflexion, hein, le monde scientifique fait partie de celle-là, mais il y a encore beaucoup de périmètres, hein, beaucoup de secteurs industriels ou économiques dans lesquels il n'y a pas eu cette réflexion. Et donc, étant pieds et poings liés avec un éditeur à un moment donné, on a des données qui sont dans un cadre particulier, et puis 20 ans plus tard, on se dit, mais où est-ce que c'est? Moi, je l'ai vécu, encore une fois, dans la banque, où on gardait sous perfusion des machines il y a 15 ans, parce que c'était la seule façon qu'on avait d'accéder aux données. Parce que l'éditeur avait disparu, parce que l'accès aux données brutes n'était pas possible, et donc la seule façon qu'on avait d'accéder à quelques données particulières était d'utiliser un logiciel qu'on maintenait en vie sous soins palliatifs. Donc cette problématique d'évolutivité des formats de données et de leur environnement de stockage est important. Même chose sur les bornes, il y a des gens qui font des sauvegardes et qui vous gardent 50 générations, enfin c'est le SICOM, quoi. Ils ont 50 générations de lecteurs de bornes parce qu'il faut récupérer la borne qui est grosse comme ça, que personne n'a jamais vue et qu'on fait rentrer dans un lecteur. L'autre problématique liée aux données et au stockage, c'est l'interopérabilité avec l'existant. C'est-à-dire que ça peut faire sourire de voir des images en noir et blanc, mais on n'en est finalement pas si éloigné que ça dans certains cas. Il y a dans le monde de la grande distribution ou dans le monde de l'automobile, par exemple, il y a des infrastructures informatiques qui ont été faites sur des ordinateurs mainframe il y a une quarantaine d'années et qui sont toujours au cœur de l'entreprise. Et si on veut récupérer les données issues des traitements du SI ou si on veut les réinjecter dans le SI, il faut devenir interopérable avec ces environnements. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc il y a tout un tas de réflexions à avoir sur le stockage. Et il y en a une supplémentaire à laquelle il faut faire attention ces temps-ci, c'est le mythe du cloud. Le cloud a énormément d'intérêt pour certaines choses. Pour la partie stockage de données, je suis pour ma part plus dubitatif. Pour plusieurs raisons. C'est que, les réseaux de communication sont relativement lents, d'accord, à tel point que si vous prenez un service comme S3 d'Amazon qui fait du stockage, ils ont une fonctionnalité assez peu connue, mais vous pouvez envoyer des disques durs par camion. Donc vous prenez un disque dur, vous dites ce disque dur-là, les fichiers qui sont sur ce disque dur-là, je veux les mettre à cet endroit-là de mon espace de nommage. Ils vont vous créer un petit fichier qu'il faut déposer à la racine de votre disque dur. Vous mettez le disque dur dans une enveloppe, vous le mettez par UPS, eux le reçoivent, ils le branchent et ils transfèrent vos fichiers. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus rapide de mettre des téras et des téraoctets à disposition sur ce genre d'infrastructure. Donc il y a une problématique de débit et il y a une problématique de coût. C'est-à-dire qu'on a vu qu'aujourd'hui le coût du stockage diminuait, on était arrivé à peu près à 5 cents par giga. Le coût du stockage chez Amazon, si vous voulez pouvoir manipuler les données, donc si vous n'êtes pas juste dans un mode où vous les archivez, vous les laissez dans un coin, vous n'y touchez plus, le coût du stockage, si vous avez plus de 5 pétaoctets, il descend à 5 ou 6 centimes par mois et par giga. D'accord ? Donc c'est assez conséquent quand vous avez des volumétries de cet ordre-là. On est à quelque chose comme, dans le meilleur des cas, plus de 600 € par téra et par an. Sans les manipuler, c'est-à-dire juste pour que vos données soient disponibles chez eux. Donc l'intérêt du cloud en termes d'élasticité de ressources de calcul, etc., il est manifeste, il est évident, puisque ce sont des choses qui sont finalement assez temporaires dans leur besoin d'être utilisées. Mais pour le stockage, où on a quelque chose qui perdure, il faut vraiment se poser la question de la pertinence financière de la chose. Alors, l'analyse.
Pour l'instant, on a stocké les données, mais si on fait que stocker les données, voilà ce qu'on a. En gros, vous avez un tas de données, et c'est tout. Donc ça ne sert à rien. Donc le big data, ce n'est pas juste stocker des données. Sinon, vous avez des tas de données, mais vous n'allez rien en faire. Sauf à avoir effectivement une vision qui, sur le long terme, va vous dire je sais que dans 5 ans, je serai capable de les analyser. Pour l'instant, je ne le fais pas, mais je le fais pour que plus tard, ce soit faisable. Donc pour analyser les données, il faut des outils. Il faut des outils de 2 sortes. Il faut des outils théoriques et il faut des outils pratiques. Donc les outils théoriques, quand on parle du big data, généralement, on en a de deux types. On a de la statistique, plus ou moins complexe, et du machine learning. C'est un peu une nouveauté. Alors, le machine learning, donc tout ce qui est prédiction et analyse éventuellement de gros volumes pour sortir des signaux, enfin pour identifier des signaux faibles et leur redonner de la valeur dans l'analyse de données, c'est quelque chose qui était finalement peu fait dans les secteurs économiques divers et variés. On le faisait un peu dans le monde financier pour principalement la gestion du risque. Donc, en gros, essayer de trouver ce qui fait que des gens avaient des défauts de paiement sur des crédits, mais ailleurs, c'était peu réalisé. Ça, c'est une des révolutions de l'approche de manipulation de données massives, c'est qu'on sort de ce qu'on fait dans le monde de la BI, de la business intelligence, où on fait principalement des statistiques assez simples, c'est-à-dire on va faire des moyennes, on va faire des écarts types, on va faire quelques trucs de ce genre-là, et on passe sur une dimension tout à fait différente, où on va, arrêter de raisonner en échantillon, mais plutôt raisonner sur l'intégralité des données. C'est la première chose. Et puis 2, utiliser des outils qui ne sont pas du tout les mêmes. On va beaucoup plus avoir d'outils issus de la recherche, enfin qui pour l'instant étaient plutôt dans le monde de la recherche et dans le monde de l'intelligence artificielle et qui commencent à arriver sur la partie données dans des secteurs économiques bien réels. Donc, étonnamment, d'ailleurs, on voit plus trop le terme intelligence artificielle, on voit plus le terme machine learning, mais intelligence artificielle, il a un peu disparu, alors qu'il était très à la mode il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de résurgence. Donc il y a des outils théoriques et il y a des outils pratiques. Donc, parce qu'à un moment donné, c'est beau d'avoir de la théorie, c'est beau d'avoir ces algorithmes et cette méthodologie, mais il faut bien la mettre en œuvre, il faut bien mettre les mains dans le cambouis et se dire, voilà, j'ai des données qui existent, je sais qu'elles sont là, je sais sous quelle forme elles sont, j'ai mes outils théoriques que je veux appliquer dessus, comment je fais? Et pour ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est que si on a passé énormément de temps à structurer le stockage, ce serait bien qu'on soit capable de réutiliser cette structuration du stockage. Et donc de ne pas avoir à reprendre l'intégralité de ces données et les remettre, comme je le disais tout à l'heure, dans le carcan d'un logiciel particulier, parce que ce logiciel ne sait manipuler ces données qu'à cet endroit-là. D'accord ? Ça, c'est assez difficile à faire quand vous avez des centaines de terrains. L'autre chose à avoir en tête, c'est qu'un disque dur, pour autant qu'il puisse stocker beaucoup de données, ça reste quelque chose qui est relativement lent. Aujourd'hui, un disque dur individuel va être capable de lire 1 Tera en à peu près 2 heures, mais ça reste 2 heures. D'accord ? Même chose pour le réseau. Un réseau gigabit quasi idéal, ça va être 1 Tera transféré en à peu près 3 heures, un peu moins de 3 heures. Donc c'est quand même conséquent. Et puis, donc là on est sur le stockage et sur le transfert, donc ce qui a un impact sur la façon dont on conçoit les systèmes. Et puis sur la partie processeur, on est un peu plus rapide, mais ça reste quelque chose à prendre en compte. J'aime bien faire ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est un fil électrique, mais il a une particularité, c'est 1 nanoseconde. C'est la distance que parcourt la lumière en 1 nanoseconde. En 1 seconde, il y a 1 milliard de nanosecondes. Ce qui veut dire, et j'en ai rencontré beaucoup, que les gens peuvent trépigner tout ce qu'ils veulent. Si votre traitement met 10 nanosecondes à s'exécuter sur une donnée individuelle et que vous avez 1 milliard de données à traiter, vous ne les traiterez pas sur une machine en 1 seconde. Et ça, il faut l'avoir en tête.
Parce que quand on commence à manipuler des volumétries conséquentes de données, les gens ont tendance à oublier que leur traitement qui est super rapide sur une donnée, il est multiplié sur des milliards d'entre elles et que ça s'accumule le temps. Et que donc il faut trouver des stratégies, un de calcul et deux éventuellement d'optimisation de ce qu'on a écrit comme code, qui font qu'on est compatible avec le temps dans lequel on veut effectivement résoudre la problématique qu'on s'est imposé à résoudre. Elle me tire la langue, mais il ne veut pas passer à la suite. Si, voilà. Autre point, la sécurité. Alors jusque-là, on a dit qu'on prenait tout un tas de données et qu'on essayait de les mettre sur un tas qui n'allait pas tourner à la décharge, mais au tas utile. Ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est celui du contrôle d'accès aux données. C'est-à-dire dès lors que vous allez mettre plein de données au même niveau, à moins d'être vraiment une seule entité et d'être d'une taille suffisante et avec un besoin d'en connaître suffisant qui fait que tout le monde peut accéder à tout, vous allez à un moment donné devoir vous poser la question qui peut accéder à quoi et comment est-ce que je peux tracer qui a accédé à quoi. Alors qui a accédé à quoi pour le tracer, ça peut avoir deux utilités. Une première qui est celle de la sécurité et éventuellement de savoir qui a manipulé quelles données et de quelle façon. Parce qu'il y a des choses qui sont interdites. Dans le domaine de la banque, par exemple, vous ne pouvez pas croiser des données de banque et d'assurance. C'est illégal. Donc il faut que vous soyez capable de prouver que quelqu'un n'a pas croisé des données de banque et d'assurance, parce que sinon, vous pouvez le régulateur peut vous taper sur les doigts. Et puis l'autre intérêt de savoir qui utilise quoi, c'est que potentiellement, vous pouvez gérer le cycle de vie de la donnée et dire, bah, ces données-là, on voit que ça fait 2 ans et demi que personne n'y a accédé, et donc je vais peut-être les mettre à un endroit où ce sera un peu plus dur d'y accéder, mais elles ne seront pas sur l'accès, sur le chemin d'accès le plus rapide. Le CERN fait ça par exemple pour les données issues du LHC, c'est-à-dire qu'il regarde quels sont les jeux de données les plus utilisés, et il déplace les jeux de données sur les différents centres en fonction de l'intérêt des scientifiques pour les différents jeux. Donc contrôle d'accès, vérification de ces accès. Dans certains cas, on peut être amené à nécessiter de chiffrer un certain nombre de données. Donc quand on dit ça, on se dit bah, ça c'est facile, il y a plein d'outils qui existent, on va chiffrer les données. Si jamais un jour vous avez quelqu'un en face qui vous dit que sa solution est super pour chiffrer les données et que la sécurité est bien faite, posez-lui une seule question, la suivante: comment sont gérées les clés? Parce que si c'est pour chiffrer les données et quand vous avez un traitement qui doit les manipuler, vous devez mettre la clé en clair pour y accéder, ça n'a aucun intérêt. Donc les problématiques liées à la sécurité et au chiffrement des données ne sont pas tant dans la difficulté de chiffrer les données, ça c'est facile, mais plus dans comment est-ce qu'on y accède et comment est-ce qu'on y accède potentiellement dans un environnement distribué avec un certain nombre de machines qui doivent être capables, elles, de lire la donnée qui est chiffrée sans pour autant divulguer les secrets qui permettent d'y accéder. Donc c'est une problématique qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Et puis sur la sécurité, un quatrième point, celui de la gestion du disaster recovery, des sauvegardes, etc. C'est-à-dire une fois qu'on a dit j'ai 50 pétaoctets de données, très bien, est-ce que vous les avez aussi sur borne? Combien de temps il faut pour les mettre sur borne? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Etc., etc. Alors là, il y a des stratégies qui sont enfin, il y a des gens qui ont plein d'idées sur plein de choses à faire. Moi, je me souviens qu'une des idées qui avait été évoquée pour des données qui devaient être stockées sur borne, mais uniquement pendant une période donnée. C'est-à-dire qu'on avait le droit de les stocker sur borne pendant 18 mois, mais la volumétrie était conséquente. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Sachant qu'il faudrait sinon récupérer toutes les bornes et les détruire, ce qui coûterait potentiellement cher. Donc au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils faisaient des sauvegardes qui étaient chiffrées, et au moment où la donnée devait être détruite, ils détruisaient la clé. Donc si l'algo de chiffrement est suffisamment fort, normalement, personne ne devrait être capable de récupérer les données qui avaient été archivées. Donc voilà, sur la sécurité, il y a ces 4 problématiques à régler qui sont assez importantes. Prochaine préoccupation, pas du tout technologique, mais bien plus importante qu'il n'y paraît, surtout dans des entreprises qui ont un historique assez conséquent, l'organisation. La première chose à faire si on veut réussir ce genre de stratégie, c'est-à-dire donner à la donnée la place qu'elle mérite, c'est de faire en sorte qu'elle soit au centre
des préoccupations et au centre même du fonctionnement de l'entreprise. Alors ça paraît facile à dire, mais c'est très très compliqué à faire, pour la bonne et simple raison que dans énormément d'entreprises, les organisations se sont construites avec des gens qui sont arrivés à l'endroit où ils sont de façon pas forcément légitime. Donc les gens arrivent à un endroit et ils voient d'un très mauvais œil le rôle central que pourrait jouer la donnée, parce que dans la donnée, on trouvera peut-être quelque chose qui les discréditera et qui fera que leur légitimité sera vraiment, pour le coup, mise à mal et l'organisation de l'entreprise pourrait évoluer sans qu'eux soient à l'endroit où ils sont. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on veut mettre la data au centre du fonctionnement des entreprises et des institutions, c'est très joli, mais il y a énormément de freins qui ne seront jamais explicites. C'est-à-dire que les gens vous diront pas « non, non, je ne suis pas d'accord parce que sinon on va voir que je suis un charlot, non, je n'ai absolument pas envie ». Ils ne vous diront pas ça. Donc ils trouveront toujours des voies détournées pour vous dire « mais voilà, non, je pense que c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin ». Donc ça, c'est le premier problème. Et réussir à positionner la data au bon endroit dans l'entreprise. Deuxième problématique, c'est que les entreprises, elles ont été construites en silos. Elles ont été construites en silos avec ici le marketing, là les ventes, là le risque, là la fraude, là le service client. Et chacun de ces silos a ses données. Avec des gens qui sont très contents, parce que dans leur silo, ils ont plein de données. Ils sont super contents, parce qu'ils disent « non, mais moi, j'ai plein de données. Au marketing, on a des super données. C'est nous qui avons les meilleures données. » Ils ont tendance un peu à oublier que ce sont les données de l'entreprise. Et donc, une des premières révolutions à faire, dès lors qu'on a réussi à convaincre les gens que la donnée était à remettre au cœur du fonctionnement de l'entité, c'est qu'ils arrêtent de penser en termes de propriété de la donnée, mais plutôt en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'on leur dise « votre job, ce n'est pas d'être fier d'avoir beaucoup de données, c'est de faire en sorte que votre donnée soit la meilleure possible, la mise à jour le plus rapidement possible, qu'on puisse y accéder et que vous la mettiez à disposition de l'intégralité de l'entreprise pour que l'intégralité de l'entreprise puisse en bénéficier. » Et ça, c'est un réel changement de mentalité et c'est un des plus compliqués. Donc, la première chose à faire, mettre la donnée, enfin expliciter aux gens que la donnée doit être mise au milieu, et puis essayer de casser ces silos qui font que les gens sont côte à côte avec les données dont ils se sentent propriétaires pour les rendre plus responsables et dire on est tous sur la même entreprise, dans le même bateau, les données sont les données de l'entreprise et à un moment donné, c'est ridicule que vous considériez que la donnée dont vous êtes responsable, vous en soyez aussi propriétaire et que vous ayez de vie ou de mort dessus. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Un petit mot sur les partenaires, parce que dans le domaine de la donnée, très souvent, on se rend compte que les partenaires et leurs clients ont des intérêts divergents. Parce que si vous regardez ce qui se passe sur les entreprises et les silos que j'évoquais précédemment, aujourd'hui, jamais, ou en tout cas très rarement, j'ai vu des partenaires extérieurs arriver en disant « attendez, là, vous devez casser les silos ». Ça ne marche pas comme ça. Ils ne le font pas pour la bonne et simple raison que vendre 2 prestations dans 2 silos, c'est toujours plus rentable que d'en vendre une seule. Et donc il y a, dans le domaine de la data, là où on doit effectivement casser ces silos et se mettre dans une logique transverse d'approche de la donnée, il y a un réel conflit entre les intérêts des partenaires qu'on peut trouver et l'intérêt de l'entreprise qui les fait travailler. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais très souvent, on se rend compte que finalement, quand on gratte un peu, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a un certain nombre de mythes qui vont miner la façon dont on peut avancer. Alors, j'en ai mis quelques-uns, il y en a beaucoup plus, mais il y en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'on se dise, non mais la gestion de données, c'est réservé au monde de l'Internet. Moi, je ne fais pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est bon pour Twitter, c'est bon pour Facebook, c'est bon pour Google, mais nous on est dans l'économie réelle et ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est le premier mythe. C'est faux. C'est évidemment faux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs qui le savent très bien. Une des premières entreprises à avoir considéré que la donnée était importante, c'est une société qui s'appelle Tesco, qui est une chaîne de magasins de grande surface en Angleterre, et qui finalement a donné naissance à Teradata. C'est-à-dire que ces gens-là se sont dit, en analysant le ticket de caisse, je devrais pouvoir faire du marketing un peu plus intelligent. Et ils l'ont fait. Et ça n'a rien à voir avec l'Internet, parce qu'ils le font depuis plus de 15 ans, et il y a 15 ans, Twitter, Facebook, etc., ça n'était pas là.
Le deuxième mythe, hein, c'est de se dire qu'on est petit. Ben non, non, nous on ne fait pas du big data, etc., etc. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, je vous ai dit, vous prenez un vecteur, vous le transposez, vous multipliez et vous allez générer de la donnée. Générer de la donnée, c'est facile. L'autre mythe, c'est que quand on se lance dans ce genre de démarche, il faut le faire en mode Big Bang. Il faut dire du jour au lendemain, bah, ça y est, maintenant, depuis aujourd'hui, on fait du big data. OK? Donc vous changez tous, on fait du big data. C'est terminé là, on arrête de jouer, maintenant on fait du big data. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis d'un point de vue plus technique, bah, y a toujours des batailles de chapelle. Le Lisp c'est mieux que le C c'est mieux que le Lisp, le Fortran c'est mieux que le C, Java c'est lent, enfin voilà. Des tonnes et des tonnes. Il y en a tout le temps, et c'est toujours des excuses pour ne pas faire les choses ou pour les faire un peu différemment, ou pour se dire non, je ferai. Autre mythe, celui du temps réel. Aujourd'hui, quand vous regardez les vendeurs de solutions qui se donnent un label Big Data, parce que ça fait sérieux, aujourd'hui, si on veut une solution sérieuse, il faut qu'elle soit Big Data. Si vous regardez les vendeurs de solutions, aujourd'hui, ils se focalisent sur le temps réel. Ils vous disent non, mais le batch, c'est bien, mais ça a vécu, quoi. Le batch, on en faisait il y a 30 ans, c'est fini le batch. Maintenant, c'est du temps réel. Bon, non. La vraie raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'en fait, ils se sentent challengés par quelqu'un que je vais montrer plus tard. Ils se sentent excessivement challengés sur leur business habituel qui était le batch. Et donc, ils essayent de trouver une bouée de sauvetage et un salut économique en se focalisant sur le temps réel, sur lequel ils ont un petit temps d'avance. Mais c'est en rien quelque chose d'indispensable. D'accord ? Et d'ailleurs, si vous faites du temps réel et que vous appliquez un modèle en temps réel, votre modèle, généralement, vous l'avez construit en batch. Donc, il y a en plus un antagonisme entre les deux propos. Donc, il y a tout un tas d'autres mythes. Mais vous voyez que, bon, il y a des embûches, mais comme c'est une tendance vers laquelle, de toute façon, on n'aura pas le choix, il faudra aller, il va bien falloir y aller. Donc, la question à se poser, c'est comment on y va. Alors, il y a plusieurs routes pour y aller. Moi, j'ai choisi celle-là. Elle est plutôt pas mal. Il faut toujours faire des choix. Hein. Choisir, c'est renoncer. Donc, on renonce à tout un tas d'autres choses quand on fait des choix. Mais je vais vous donner la voie qui, moi, me semble être une voie raisonnable, raisonnée et viable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pendant les 10 ou 15 minutes qui suivront, vous pourrez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez. Donc la première chose, c'est qu'il faut commencer petit. Je disais, ce n'est pas un Big Bang. Il faut commencer petit, mais il faut se projeter loin. Il faut se dire, OK, moi, je vais commencer par des trucs assez raisonnables, assez peu étendus en termes de périmètre, mais j'ai une vision long terme qui fait que je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi je veux me projeter, et petit à petit, les choses vont converger. Alors, moi, ça me va très bien comme pensée parce que je ne joue pas aux échecs, mais je joue au Go. Et au Go, c'est exactement la stratégie qu'on a. On met des pièces, on met des pierres un peu partout sur le Goban, personne ne comprend, et puis à un moment donné, c'est terminé, vous gagnez la partie. Donc, ça, c'est le conseil que je vous donnais. Ayez une vision long terme de ce que vous voulez faire, mais commencez petit. Trouvez des gens qui ont des intérêts alignés au sein de votre entité. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de se battre contre des gens qui ne rament pas comme vous. C'est vraiment, vraiment fatigant, croyez-moi. Éventuellement, allez trouver des partenaires à l'extérieur, parce que quand on regarde l'ampleur des choses à faire, c'est assez conséquent, et donc il y a des choses qu'il vaut mieux faire à plusieurs quand les intérêts ne sont pas conflictuels. D'accord ? Donc si vous avez des gens avec lesquels vous êtes capable de faire une alliance ou qui ont des intérêts communs avec vous, parlez-leur, parce que ça vous fera gagner éventuellement beaucoup de temps. Okay ? C'est ce qu'ont fait les banques avec le réseau carte bancaire dans les années 80. Hein. Et puis, regardez un peu le monde. Parce qu'on a de la chance, c'est que Google, que j'avais déjà cité tout à l'heure, diffuse des bribes de son passé qui vont nous permettre d'anticiper notre avenir à nous. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, enfin il y a 10 ans exactement, Google a écrit un article sur comment ils stockaient l'ensemble de leurs données. Avec un système qui s'appelle Google File System. Donc, il y a un article fondateur en 2003 qui expliquait comment eux aspiraient le web et étaient capables de le stocker. Et cet article-là, ce qu'on voit aujourd'hui dans les produits du quotidien qui permettent de faire du big data, et notamment autour d'Hadoop, que je citerai tout à l'heure, sont issus de ces articles-là.
Donc Google, dans sa grande bonté, diffuse des bribes de comment ils ont fait quand ça commence à finalement plus être un réel avantage concurrentiel pour eux. Donc Google vit 10 ans dans le futur, mais de temps en temps, il vous donne des bribes de comment eux font des choses. Donc ce que vous voyez paraître aujourd'hui comme article sur ce que fait Google, c'est ce que faisait Google il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce n'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils ne le disent pas. Donc Google nous a laissé entrevoir en tout cas leur mode de fonctionnement. Et puis des gens comme Yahoo se sont emballés pour cette vision-là, puisque c'était une vision qu'ils n'avaient pas eue eux, et se sont emballés pour cette vision, et ont donné naissance à du logiciel open source qui s'appelle Hadoop. Je suppose que vous avez tous entendu parler d'Hadoop. D'accord ? Hadoop aujourd'hui, pour les gens qui, il y a 25 ans, faisaient de l'Unix, moi j'ai le sentiment vis-à-vis d'Hadoop aujourd'hui, j'ai un sentiment vis-à-vis d'Hadoop aujourd'hui qui est exactement celui que j'avais vis-à-vis de Linux il y a une vingtaine d'années. Mais exactement le même. Parce que les éléments sont exactement similaires dans le déroulement des choses. La seule différence, c'est que ça va heureusement un peu plus vite. Mais on a exactement la même chose. On a un logiciel open source qui répond à une problématique. On a des tonnes de vendeurs qui se sentent menacés sur leur position et qui essayent de le décrédibiliser. On a des gens qui regardent, heureusement, on a des gens dans les entreprises et dans les institutions qui regardent comment ça marche, qui donnent des coups de pied dans les pneus. Et on a quelque part une inertie qui commence à se construire et des gens qui intelligemment changent de position du côté des vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapaient comme des malades sur Hadoop il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui ont embrassé le truc et l'accompagnent. Donc ça me fait dire qu'aujourd'hui, je pense qu'Hadoop est en passe de devenir le Data OS, c'est-à-dire le système d'exploitation pour les données. Et que dans les années à venir, quelle que soit l'entreprise, on aura un socle sur lequel vous aurez une plateforme Hadoop vendue par Oracle, je ne sais pas par qui, peu importe, mais l'approche sera présente. Vous aurez une plateforme basée sur Hadoop qui existera, dans laquelle vous aurez énormément de données. Pour une raison simple, c'est que ça ne coûte absolument pas cher de mettre des données à cet endroit-là. D'accord ? Mais vraiment pas cher. Et que ça permet de faire des choses. Et au-dessus de cette couche-là, vous aurez des vendeurs de solutions spécialisés qui viendront consommer les données dans ce socle commun. D'accord ? Ça, c'est ma vision des choses. Je peux me tromper. J'espère que je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Aujourd'hui, la version d'Hadoop qui vient de sortir, qui s'appelle Hadoop 2.2, est basée sur une évolution d'Hadoop qu'on appelle Yarn et qui va bien au-delà du simple stockage. C'est un gestionnaire de ressources. C'est-à-dire que vous allez avoir un ensemble de machines dans lesquelles vous allez pouvoir stocker des données et ces machines-là vont mettre à disposition d'un framework qui s'appelle Yarn des ressources, mémoire, CPU, éventuellement d'autres choses dans les années à venir. Et ces ressources pourront être mobilisées pour faire des choses. Et faire des choses qui sont complètement disparates. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du traitement batch, mais vous allez pouvoir faire du traitement temps réel. Donc quelque part, on a une organisation des outils de manipulation de données au-dessus d'Hadoop qui se fait intelligemment aujourd'hui avec Yarn, alors que les versions précédentes d'Hadoop étaient assez contraintes dans le mode de manipulation de données. Il fallait faire des programmes dans un paradigme qu'on appelle MapReduce, qui était assez strict, qui était compliqué à appréhender, etc. etc. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce mode-là. Et pour la petite histoire, la logique de Yarn aujourd'hui, c'est celle qu'avait Google il y a 10 ans. Mais qu'ils n'avaient pas mis dans l'article qu'ils ont sorti en 2004 en expliquant comment ils faisaient du MapReduce. Ils ont juste donné le paradigme global, ils n'ont pas expliqué comment ils l'implémentaient. Or, l'implémentation, c'était ce qui est fait dans Yarn aujourd'hui, c'était un gestionnaire de ressources. Donc, une fois qu'on a ce socle en place, l'idée, c'est de commencer à pousser des données dedans. Donc, d'identifier au sein de l'entité, au sein de l'entreprise, quelles sont les données qui constituent mes ressources, qui constituent ma richesse, et petit à petit de les mettre en ayant pris soin de les adapter pour l'évolutivité des formats que j'évoquais tout à l'heure, mais de commencer petit à petit à les pousser. Vous n'avez pas besoin de tout mettre d'un coup. Et puis après, on peut commencer à faire de la cuisine, donc c'est ça qui est intéressant. On peut commencer à manipuler, puisque vous savez que les données sont là, vous savez que vous avez des outils pour les manipuler, vous savez ouvrir les droits, fermer les droits. Là, l'idée, c'est que si vous n'avez pas le temps de le faire vous-même, vous prenez des stagiaires et puis vous les mettez à manipuler ces données-là. Puis des gens qui, de toute façon, ne sont pas sur un périmètre sur lesquels ils sont sur le chemin critique, donc vous pouvez déjà leur faire des choses. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter.
Et puis il y a des victoires faciles. Il y a des choses qui sont faciles à faire. Il faut identifier. Alors moi, dans les différents paysages où j'ai pu le faire, j'ai à chaque fois identifié deux choses. J'ai identifié les frustrations des gens et j'ai identifié le rêve des gens. Donc les frustrations des gens, c'est les choses qu'ils aimeraient bien faire, mais qu'on leur dit qu'il n'est pas possible. Et ça, il y en a plein. Vous pouvez aller voir toutes les entreprises, toutes les institutions, il y a toujours ce genre de frustration. On me dit que ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc, identifier ces cas-là, et puis identifier le rêve des gens qui disent bah, si vraiment tu avais absolument toutes les possibilités offertes, qu'est-ce que tu ferais avec tes données? Qu'est-ce que tu imaginerais? Et vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui finalement sont à portée de main. Il y a des choses qui sont du domaine du rêve pour beaucoup, mais qui en fait, quand vous avez les bons outils, quand vous avez la bonne plateforme et la bonne approche, sont du domaine du possible. On restera sur la tomate. Non, voilà. Et donc petit à petit, quand on a commencé cette démarche de répondre à la frustration et de lever la frustration et de répondre aux rêves et d'arriver à embringuer les gens, on se rend compte que ça fait effet boule de neige. Pourquoi? Parce que l'approche que vous avez eue n'étant pas en silo, vous avez quelque chose de transverse. Et donc, les gens qui ont fait quelque chose sur un périmètre fonctionnel donné, pour peu qu'ils parlent avec quelqu'un d'un autre périmètre fonctionnel, ils vont dire « mais toi aussi tu peux y accéder, c'est là ». Ces données, elles sont disponibles. On n'a pas besoin de mettre en place des choses compliquées. Elles sont disponibles dans l'entreprise, elles sont disponibles dans l'institution. Et modulo les bons droits d'accès, tu peux en faire quelque chose sur ton périmètre et éventuellement les croiser avec des données que tu as aussi, toi, et en sortir plus de valeur. Donc l'effet boule de neige, il vient assez rapidement en plus. Parce que comme vous avez des coûts qui sont finalement assez bas, puisque vous n'êtes pas en train d'acquérir une suite logicielle particulière pour un besoin particulier, vous avez une barrière à l'entrée qui est assez faible en termes de coûts, et donc en termes d'acceptation, c'est beaucoup plus facile. Une fois que vous avez fait ces premières expérimentations, vous pouvez monter dans l'écosystème autour d'Hadoop. Il y a tout un tas de choses qui existent. Je vous disais, il y a des choses qui existent en open source, mais il y a des choses qui existent ailleurs que dans l'open source, mais qui sont pluggables sur Hadoop. Donc vous avez un écosystème d'éléphants qui peut croître, ou bien vous pouvez aller vers d'autres vendeurs, des gens qui proposent de la valeur. Je ne suis pas en train de dire qu'en dehors d'Hadoop, il y a plein de choses valables, ce n'est pas vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un socle dans lequel vous pouvez structurer vos données indépendamment de tout vendeur de solutions, et après, intelligemment, vous pouvez aller voir Pierre, Paul, Jacques qui vendent des solutions qui apportent de la valeur sur certains périmètres. C'est indéniable. Voilà. Après, il faut grandir, et puis arriver en maturité, petit à petit, et construire une entité, une entreprise qui est efficace parce qu'elle sait mettre la donnée au bon endroit, elle a les bons outils, et finalement, ce qui paraissait impossible hier devient de plus en plus possible parce que vous avez une expérience et vous avez capitalisé sur ce qu'il est capable, ce que vous êtes capable de faire avec la richesse dont vous disposez. Voilà pour mon tour d'horizon.